On amène quand même des gens à se syndiquer qui n'y avaient pas forcément pensé avant. On va avoir aussi des salariés dans des secteurs assez polluants parce que c'est aussi là où les salariés ont une conscience de plus en plus vive et de plus en plus intense des dérèglements climatiques et de l'impact que leur entreprise peut avoir. On va avoir des salariés syndiqués par exemple dans l'aviation. On assiste quand même à une droitisation, extrême droitisation du pouvoir politique et moi j'appelle forcément toujours à se syndiquer pour compléter les rangs d'une force politique, d'une force qui est là et qui rassemble beaucoup de monde. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Bienvenue dans ce 8e épisode de Presque Confidentiel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne Lecor. Anne, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir. Donc, Anne, tu es la cofondatrice du Printemps écologique, qui est un éco-syndicat, qui est un syndicat justement qui s'intéresse aux questions de transition écologique et aux questions d'environnement au sens large du terme. Du coup, ça va nous permettre de parler à la fois et de syndicalisme et de transition écologique et d'environnement. Donc déjà, merci de venir sur ce podcast. Première question, est-ce que en quelques mots, tu pourrais te présenter ? Déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Anne Lecor, je travaille au Printemps écologique depuis maintenant 5 ans. Auparavant, j'ai travaillé chez Renault et dans un cabinet de conseil. Et aujourd'hui, je m'occupe de la coordination en tant que salarié du syndicat, de la Fédération du Printemps écologique. Et donc, je m'occupe de plein de choses, à la fois de l'accompagnement des salariés quand ils sont élus représentants du personnel dans les entreprises, la question de la formation et la question, en règle générale, de l'animation de la communauté, de tous ces élus et de tous ces syndiqués. Le Printemps écologique, c'est un nouveau syndicat. Enfin, nouveau, ça a été créé, je crois, en 2020. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous présenter déjà en quelques mots pour les auditeurs qui ne connaissent pas ou connaissent peu Printemps écologique? Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots le Printemps écologique? Le Printemps écologique, il est né à un moment un peu particulier, c'est-à-dire qu'il est né juste avant le Covid et juste après la loi Pacte qui proposait d'élargir un peu l'objet de l'entreprise et d'aller un peu au-delà de sa dimension économique seulement. Et donc à ce moment-là, il y a il y a des collectifs de salariés interentreprises qui se créent, qui commencent à discuter un petit peu sur comment est-ce qu'on peut faire avancer la transition écologique dans les entreprises. On a commencé par des sujets très triviaux, de sensibilisation, de tri des déchets, etc. Et on avait cette frustration en tant que collectif de salariés, ça s'appelait à l'époque Pro for Climate, cette frustration de ne pas réussir à aller au-delà de ces sujets de sensibilisation et de tri des déchets au bureau ou dans l'entreprise quelle qu'elle soit. Et donc en se réunissant, petit à petit, on s'est dit qu'on avait besoin de temps, qu'on avait besoin de ressources et qu'on avait besoin d'une voix auprès de la direction parce que ce qu'on arrivait à faire jusqu'à présent, c'était au bon vouloir des directions et puis c'était dans un coin de couloir, on essayait de toper un manager ou un membre de la direction, de proposer des idées, mais on galérait pas mal à faire ça. Et donc petit à petit, dans ce collectif-là, est née cette question du syndicalisme et du CSE, d'investir donc le comité social et économique, du coup de bénéficier de ces ressources, donc c'est-à-dire du temps de délégation. Parce que quand on est élu représentant du personnel, on a du temps de délégation, des budgets aussi, parce que le CSE est assez central dans l'organisation de la vie des salariés, de leurs conditions de travail, mais aussi a une vision et est consulté sur les sujets de stratégie sociale, économique et environnementale. Et on avait la voix du coup directement de la direction. Et donc, en faisant ce constat-là, on s'est constitué en un syndicat avec des gens de tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise. Le Printemps écologique est né un peu comme ça. Et dans le même temps, en fait, on s'est pris le confinement et le Covid avec la moitié de la population salariée qui était confinée chez elle et l'autre en première ligne. Et donc, avec cette idée de se dire, en fait, c'est le moment parce qu'on va réinventer un peu nos façons de faire entreprise, notre façon de voir l'économie aussi, parce qu'il y avait des gros sujets en termes de où est-ce qu'on va produire les masques, donc on s'est dit, c'est le moment, on veut pousser un mouvement syndical qui réinvente aussi et qui pose la question de nos modèles économiques. Comment est-ce qu'on fait pour créer un syndicat? Parce que quand on pense à des syndicats, on pense plutôt à des structures qui sont très anciennes, très installées. La CGT, la CFDT, qui sont vraiment des structures très historiques dans le paysage social. Je me dis, c'est hyper ambitieux et chouette de créer un syndicat, mais concrètement, ça marche comment de créer un syndicat? C'est pas facile. J'imagine. Vraiment, et on a un peu tout débroussaillé aussi, parce qu'on vient aussi le collectif était de base, n'avait pas vraiment de culture syndicale, donc ça a bien changé depuis, parce que maintenant, on a tout un collectif, ça fait 5 ans qu'on fait ça, et puis on a des syndiqués de d'autres chapelles,
potentiels qui sont venus aussi nous voir et qui ont rejoint le syndicat. C'est très compliqué. Il faut savoir que la plupart des syndicats, en fait, sont des divisions de syndicats, c'est-à-dire qu'il y a 130 ans, la CGT apparaît et en fait, c'est l'histoire syndicale, c'est des divisions. Donc, se crée la CFDT, la CGT, la CFE, CGC, etc. Et donc, le printemps écologique naît vraiment, non pas d'une division d'un autre syndicat, mais vraiment d'un collectif qui crée son propre syndicat national et interprofessionnel. Mais c'est presque unique en France C'est assez particulier. C'est assez particulier. En tout cas, à ce stade, d'avoir un syndicat national et interprofessionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le printemps écologique, c'est une fédération qui regroupe 19 syndicats sectoriels. D'accord. Donc, on parle du printemps écologique, mais dans les faits, c'est beaucoup plus de structures que ça. C'est une typologie d'association très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que c'est une association de loi de 1884, c'est des statuts, c'est une organisation régie par le Code du travail avec différents critères. D'accord. Indépendance des partis politiques, transparence financière, etc. Donc il y a plein de critères comme ça à respecter. Et donc effectivement, il y a aussi un élément qui nous a un peu ralenti au début, c'est-à-dire que pour créer un syndicat, il faut donc on dépose les statuts en mairie et ensuite il faut attendre 2 ans pour pouvoir avoir une vraie action syndicale dans l'entreprise, c'est-à-dire se présenter aux élections professionnelles, négocier des accords d'entreprise, etc., etc. On a créé Printemps écologique comme ça. Pendant 2 ans, on a essayé d'amener dans le débat public la question du lien entre travail et écologie, de différentes façons. On a organisé par exemple les rencontres de l'écologie du travail, où on a mis autour de la table des directions associatives, des directions d'entreprise, des administrations, des collectivités locales et des salariés, des collectifs de salariés, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait essayer d'imaginer le monde du travail de demain à l'aune d'une catastrophe écologique. Donc qu'est-ce que ça veut dire travailler demain dans un monde à plus 2, plus 3 degrés. On a aussi travaillé avec l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On connaît bien. Avec qui on a développé une boîte à outils CSE et transition écologique pour essayer de donner les outils aux élus et aux représentants du personnel sur quelles actions porter au sein du CSE et dans les négociations. Et donc cette boîte à outils, elle est disponible en ligne sur notre site internet, elle est en open, elle est ouverte pour tout le monde, donc elle est téléchargeable. Il n'y a pas besoin d'adhérer au printemps écologique pour utiliser cette boîte à outils et s'en servir. Oui, c'est ça. Et donc pendant ces 2 ans, en fait, on a eu plutôt un enjeu de produire et de réfléchir et d'en faire bénéficier vraiment le plus grand nombre pour essayer d'influencer les élus, les représentants du personnel, voire même les autres syndicats sur ces sujets-là. Et les 2 ans passés, on a donc c'est toujours très difficile parce que quand on n'a pas de modèle économique pour le syndicalisme dans les faits, à part les gens qui adhèrent, mais adhérer à un syndicat qui ne peut pas présenter de liste aux élections professionnelles, c'est toujours un peu particulier. Donc pendant ces 2 ans, on a travaillé au débat, et puis là, ça fait maintenant 3 ans qu'on a une vraie action syndicale dans les entreprises avec des élus, des représentants du personnel sous étiquette qui sont représentatifs, donc représentatifs qui font c'est-à-dire qu'ils font plus de 10% aux élections professionnelles et qui vont avoir une action syndicale classique. Donc on va traiter, évidemment, il y a écologique dans le nom, mais on va traiter l'ensemble des éléments du dialogue social, la question des conditions de travail, rémunération, exactement, discrimination, tous ces sujets-là, en essayant d'avoir une lunette avec un petit filtre vert, en se disant mais en fait, allons plus loin dans la réflexion quand on amène ces sujets-là. Voyons comment est-ce que le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc., les pollutions, peuvent impacter les sujets qu'on traite et comment est-ce qu'on les anticipe et on essaye d'amener le débat dans l'entreprise du modèle économique. Et du coup, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes plus présent ou est-ce que vous êtes développé sur une certaine typologie d'organisation d'entreprise ? On va être aujourd'hui représentatif dans un peu plus d'une centaine d'entreprises. Donc ça va être des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Donc on va aussi bien avoir des associations, des entreprises de taille intermédiaire, j'en sais rien, je prends un exemple, mais qui produisent des pelleteuses, qui sont des pelleteuses citadines, en fait, qui tournent sur elles-mêmes et qui sont hyper pratiques. Mais aussi chez Orange, on va être sur la question des télécoms, chez Decathlon aussi, etc. Avoir une présence aussi sur la plupart sur les 3 collèges. Mais on va être aussi un peu plus présent dans les entreprises de conseil,
Okay. Notamment parce qu'il y a moins de... C'est des entreprises, enfin de conseil, services, études, conseil, qui est dans les faits la convention Syntec, qui regroupe aujourd'hui énormément d'entreprises diverses et variées, quel que soit un peu le secteur, parce que c'est aussi une convention collective historiquement un peu moins syndiquée. Okay. Et donc, nous, on arrive aussi pas mal dans des entreprises où il n'y avait pas forcément de présence syndicale avant. Et donc, on amène des salariés à l'outil syndical, grâce aussi au fait de parler d'écologie. Et donc, au début, ils voient la question écologique, et puis ensuite, ils s'intéressent à cet outil-là pour essayer de faire bouger les choses en interne. Et ils deviennent élus, représentants du personnel, etc. Et du coup, le profil type de vos adhérents, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on adhère à Printemps écologique? C'est quoi les drivers, les moteurs? Souvent, c'est vraiment cette question de dissonance cognitive entre l'impact de l'entreprise, l'impact du travail, de mon travail, des métiers, et cette conscience écologique et de la dégradation globale du tissu, enfin des conditions de travail et autres, quoi. Donc c'est vraiment des gens qui ont envie de se bouger, qui ont envie de prendre un peu un nouveau rôle et qui se disent j'arrive plus à gérer ce que je fais dans mon entreprise, qui est relativement, j'en sais rien, délétère, ou en tout cas qui ne prend pas suffisamment en compte la question environnementale. Et moi, ma conscience écologique de base qui me remue aussi et qui m'inquiète, quoi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi des salariés dans des secteurs assez polluants, parce que c'est aussi là où les salariés ont une conscience de plus en plus vive et de plus en plus intense des dérèglements climatiques et de l'impact que leur entreprise peut avoir. On va avoir des salariés syndiqués, par exemple, dans l'aviation. D'accord. Et donc, se pose là, à ce moment-là, la question vraiment... l'aviation, c'est un exemple, mais de quel modèle pour l'aviation plus tard, quoi. Et est-ce que ce modèle-là doit perdurer ou pas? Et je pense que c'est... notamment dans les entreprises qui ne se posent pas suffisamment la question, que naissent des vocations syndicales Printemps écologique, entre autres, parce qu'il y a ce sentiment-là à la fois d'impuissance et de blocage par rapport à la situation globale, quoi. Ok, donc c'est un peu un moment où il y a un impensé dans l'entreprise autour de la question écologique qui amène des gens dans cette dissonance cognitive à s'engager. Est-ce qu'en termes d'âge, vous êtes un syndicat qui adresse des gens plus éloignés du syndicalisme, plus jeunes, ou pas nécessairement? Je pense que, alors oui, je pense qu'on a du coup une pyramide des âges qui est un peu différente des autres syndicats, forcément. On va avoir beaucoup moins de retraités, ouais. Parce que vu que on a, voilà, c'est des gens qui, en général, je généralise, mais qui n'ont pas forcément de culture syndicale de base, même si on a aussi un pourcentage de gens qui ont déjà été élus, qui ont déjà une expérience syndicale par le passé, mais globalement, on amène quand même des gens à se syndiquer qui n'y avaient pas forcément pensé avant. Donc voilà, pyramide des âges peut-être un peu plus jeune et nouveaux syndiqués dans les faits, quoi. Ok. Ouais. On parle un peu des difficultés aujourd'hui pour un certain nombre de syndicats dits classiques ou traditionnels d'attirer des adhérents, avec aussi parfois une crise du syndicalisme ou en tout cas des difficultés de représentation. Il y a plein de discours différents autour de ça. Quel regard tu as sur cette situation et pour toi, c'est quoi les manières d'amener des gens, des salariés à un engagement syndical? Moi, je suis toujours un peu... je suis pas... je partage pas forcément la notion de crise du syndicalisme. Okay. J'aime bien rappeler quand même que les syndicats, alors c'est 11% des salariés et agents qui sont syndiqués en France. Certes, ça baisse, mais ça reste quand même une force politique dans le sens, une force qui rassemble, hyper importante. C'est la CGT, par exemple, c'est 600 000 adhérents et adhérentes. La CFDT, c'est 500 000. C'est plus que n'importe quel parti politique et plus que tous les partis politiques ensemble. Donc ça reste quand Merci de le rappeler. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent, en fait. Exactement. Et on l'oublie aussi dans un moment où on assiste quand même à une droitisation, extrême droitisation du pouvoir politique. Et moi, j'appelle forcément toujours à se syndiquer pour compléter les rangs d'une force politique, d'une force qui est là et qui rassemble beaucoup de monde. Okay. Et qui est en plus présente dans beaucoup d'entreprises avec un maillage territorial aussi. Donc c'est beaucoup moins centralisé que les autres, que souvent beaucoup d'associations, que souvent beaucoup de partis politiques. Donc crise du syndicalisme, alors les chiffres baissent un petit peu. La question des retraites a beaucoup remobilisé aussi et les gens ont compris aussi que le syndicalisme pouvait avoir un intérêt un peu plus important que juste personnel
quand on a un problème avec son employeur, même si sur la question des retraites, il y a plein de sujets par ailleurs. Ouais. Je pense que la question de la crise du syndicalisme, si on veut le prendre comme ça, pose aussi la question de comment est-ce que le syndicalisme est vu et traité dans les entreprises et comment est-ce que l'entreprise prend en compte les représentants du personnel et les élus CSE. Les ordonnances Macron donc en 2019 ont fortement détérioré en fait, le dialogue social ou en tout cas les moyens qui étaient mis à disposition des représentants du personnel. Donc il y a une crise qui s'explique aussi par le fait que les entreprises sont plutôt sont pas forcément favorables à ce que l'expression des salariés s'exprime vraiment et avec des moyens, quoi. Okay. Et ensuite, sur comment est-ce qu'on fait venir plus de monde au syndicalisme, c'est une question hyper large. Je pense qu'il y a le sujet de comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir plus de pédagogie sur à quoi sert le syndicalisme. Okay. Moi, je vois beaucoup de gens, et aussi côté printemps, on a pas mal de monde qui nous dit moi, je vois pas trop à quoi ça sert. Adhérer à un syndicat, ça me fait peur. Et donc, nous, notre travail, c'est aussi d'expliquer que adhérer à un syndicat, c'est hyper important parce que ça permet justement de compléter les forces syndicales qui vont avoir un impact au niveau national, sectoriel et de l'entreprise. C'est personnel et confidentiel. Ça veut dire que quand j'adhère à un syndicat, c'est comme si j'adhérais à une association ou à un parti politique. Personne ne le saura, à part si je le dis, que ce soit ma famille, mes collègues ou autres. Donc, et c'est souvent une information qui n'est pas connue. C'est pas connu. Ouais, on a l'impression qu'il y a une peur de la discrimination syndicale aussi, qui est quand même assez forte en France. Ouais, c'est ça. Alors que adhérer à un syndicat, on peut l'être dans sa boîte sans que son direction soit au courant. Et c'est une façon aussi de rencontrer une autre communauté, de gens engagés, de s'informer sur ses droits. Qu'est-ce que ça veut dire, les heures supplémentaires, comment est-ce que, quand je suis en statut cadre, je peux essayer de me dépatouiller avec le droit du travail. Je pense qu'il y a aussi ce sujet d'expliquer à quoi ça sert. D'expliquer que quand on adhère à un syndicat, il n'y a pas syndicaliste qui se pousse sur le front, et d'expliquer aussi que ça va bien se passer, que c'est pas si compliqué. De rassurer un petit peu et d'expliquer, je m'embrouille un petit peu, mais voilà, je pense que tu as compris. C'est très clair, c'est très clair. Sujet. Merci beaucoup, Anne. Aujourd'hui, on est dans une situation économique difficile. La question du pouvoir d'achat, c'est une question qui est quand même centrale. La question de la sécurité de l'emploi, c'est aussi une question qui est centrale. Est-ce que la question écologique arrive encore à mobiliser à un moment où de plus en plus de personnes, de plus en plus de salariés ont peur pour leur avenir professionnel, ou ont des questions sur leur pouvoir d'achat? Est-ce que cette question de l'écologie, elle arrive encore à mobiliser aujourd'hui? Oui, il y a un peu ce petit discours ambiant qui dit il y a un backlash écologique, etc. Je pense que d'une certaine façon, les entreprises se rendent compte que finalement, si elles rétropédalent un petit peu sur les questions environnementales, finalement, ça ne va pas trop se voir et que finalement, peut-être que les clients, ils ne sont pas si sensibles que ça à l'engagement. Mais je parle de la question environnementale, mais aussi des questions, par exemple... Ce rétropédage, tu le sens? Alors, on parle beaucoup du Trumpisme aujourd'hui, et parfois d'un retour en arrière, y compris sur des questions RSE, de diversité, d'inclusion, d'environnement. C'est quelque chose que tu perçois, toi? Oui, absolument. Nous, on a ouvert une section syndicale là, dans un grand cabinet de conseil, et c'était clairement en réponse à la suppression de la politique diversité et inclusion, elle-même conséquente de ce cabinet qui travaille aux États-Unis et dont la direction écoute de manière très attentive les directives qui sont données par Trump et son administration. Ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a des entreprises qui reviennent sur des politiques diversité et inclusion, des groupes internationaux. Sur des politiques de diversité et inclusion, là, dans beaucoup de cabinets de conseil, ça a été le cas, mais aussi sur certains objectifs climatiques que s'étaient donnés des entreprises. Okay. Un grand groupe qui vend un grand groupe a notamment on ne citera pas, qui avait une politique. un grand groupe qui avait une politique, en tout cas une stratégie climat assez ambitieuse, revient dessus. Okay. Et en fait, nous, ce qu'on constate, donc c'est une réalité. C'est une réalité, notamment dans les grands groupes. C'est moins le cas dans les PME, ETI, mais dans les grands groupes, c'est le cas. Voilà, ça provoque des vocations syndicales et dans les faits, les rapports de force naissent aussi de ce truc-là. Parce que dire à ses salariés, nous, notre stratégie climat, c'est ça.
et puis 4 ans après dire finalement on va pas arriver aux objectifs et puis en fait on va revenir dessus, clairement il y a un moment où en fait dans les tripes des salariés ça passe pas quoi. Donc je comprends. Donc voilà, c'est ce qu'on observe, en tout cas dans les grands groupes. Tu parlais tout à l'heure d'une boîte à outils en termes de dialogue social. C'est quoi pour toi les sujets importants de négociation sur ces questions d'environnement ? Et est-ce que vous avez des initiatives ou des sujets que vous mettez dans le dialogue social qui permettent justement de dépasser, de trier les déchets et de prendre des questions un peu ambitieuses ? C'est quoi pour vous les combats importants du moment ou les sujets importants à adresser aujourd'hui ? Il y en a plein en fait. C'est-à-dire que là, partout, dans toutes les entreprises où on va pouvoir aller, il y a énormément de sujets. Il y a un cas qui est intéressant là que j'aime bien partager aussi parce qu'on en a fait un documentaire. C'est dans une usine Nestlé. Il y a eu toute une lutte qui s'est passée pendant 2 ans de salariés qui se sont mobilisés contre un projet de chaudière bois énergie qui était mal calibré. Là encore, sur une trajectoire de décarbonation du groupe Nestlé qui était mal fichue, très top-down et qui, en fait, prenait pas du tout en compte les réalités du territoire. Et donc, pendant 2 ans, les salariés se sont mobilisés contre ce projet écocidaire qui concernait les forêts autour de chez eux, etc. Et donc, il y a eu une mobilisation dans cette usine qui a permis de faire abandonner ce projet et de proposer une alternative qui a été acceptée finalement. Donc le documentaire est pareil sur notre site internet et je vous invite à le regarder parce qu'il est aussi très pédagogique sur quels sont les outils de tous les représentants syndicaux face à des projets nocifs ou en tout cas qui sont contestables. Donc la question de l'expertise, la question de la mobilisation des salariés et de comment est-ce qu'on embarque ses collègues aussi, la question de quand est-ce qu'on va aller chercher les médias, quand est-ce qu'on va pas les chercher, quand est-ce qu'on va aller voir les politiques ou on va pas les voir, comment est-ce que on utilise le CSE comme un espace de résonance et comment est-ce qu'on regarde en fait quand on analyse les projets à la fois sur les questions sociales, économiques et environnementales. Donc j'encourage les auditeurs et auditrices à regarder. C'est 45 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est hyper chouette. Donc ça, c'est un exemple. Donc on a toute une partie qui est comment est-ce qu'on vient analyser les projets qui sont proposés par les directions à l'angle de cette question environnementale. Ok, donc ça peut être un projet de transformation, par exemple, d'entreprise, quel qu'il soit, et c'est de porter un regard un peu, des lunettes vertes, on va dire, pour voir un peu les sujets ou les questions que ça peut poser sur une trajectoire de décarbonation. Exactement. Et ça va s'appliquer au projet d'implantation d'outils IA, de chaudière bois énergie, enfin voilà, il y a énormément de sujets. Il y a énormément, et tu parles d'IA. L'IA, c'est potentiellement une catastrophe en termes d'écologie. Enfin, je pense que tu es plus calé que moi sur le sujet, mais les quelques chiffres qu'on voit passer sont quand même assez inquiétants. Il y a une grosse vague en ce moment d'adoption de l'IA assez massive. C'est un sujet sur lequel vous travaillez aujourd'hui ? Oui, parce que ça arrive dans les CSE. Parfois, ça n'arrive même pas dans les CSE. Donc, il n'y a même pas de consultation effectuée sur l'IA. Alors que c'est une modification complète parfois de la messagerie, des outils numériques, etc. Donc oui, c'est un énorme sujet. Et effectivement, souvent, on le voit sous l'angle conditions de travail, mais il y a énormément aussi d'enjeux environnementaux qui sont... Voilà, on va mettre copilote de Microsoft et en fait, on ne va pas comprendre que derrière, on va réouvrir une centrale nucléaire aux États-Unis pour compenser la demande en électricité et en énergie des modèles, de faire tourner ces modèles-là. Donc, il y a un enjeu sur l'IA, clairement, mais il y a tellement d'enjeux technologiques qui sont traités dans les entreprises, il y a tellement de choix technologiques qui sont amenés et qui sont faits dans les entreprises qu'il est indispensable que les représentants du personnel soient formés aussi sur les impacts environnementaux de ces choix technologiques, parce qu'en fait, il faut que ce soit intégré dans les réflexions, quoi. Et de ces choix technologiques aussi vont découler clairement des choix de modèles économiques et de quelle entreprise on veut. Et à mon sens, il y a quand même un sujet de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut produire, comment on veut le produire, et est-ce que c'est vraiment nécessaire à un moment donné. Et ces questions-là, en fait, les représentants du personnel, tu parlais des sujets qu'on essaye d'aborder, ces sujets-là, on essaye aussi de les amener. Alors, c'est très difficile d'amener la question des modèles économiques dans les entreprises, parce qu'elles se sont construites sur ça fonctionne, et donc on n'a pas envie de changer quelque chose qui fonctionne dans un modèle dans le modèle actuel, quoi. Mais en tout cas, on essaye de porter le sujet
On n'a pas toutes les réponses, mais l'idée, c'est vraiment d'interpeller et de toujours se poser cette question-là. Et questionner à la fois, effectivement, c'est intéressant de questionner les choix technologiques et derrière questionner certains modèles économiques. Tous les modèles économiques, à mon avis. Ouais, ok. Merci pour la formulation, je comprends. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, des organisations syndicales plus classiques, plus traditionnelles, FO, CGT, CFDT, enfin voilà, de manière très large, s'emparent du sujet écologique, environnemental? Est-ce que la création de Printemps écologique fait bouger un peu les lignes dans les autres syndicats? Quel regard tu as sur le sujet? Quand on a lancé le Printemps, c'était pas tant le cas. Il y a eu, historiquement, les syndicats se positionnent sur la question environnementale, notamment liée à la question de la santé des travailleurs et des travailleuses, ou des sujets de pollution. Okay. Et oui, là, c'est de plus en plus le cas. Clairement, la CGT, CFDT, etc., prennent de plus en plus cette question à bras-le-corps et la mêlent de plus en plus à leur prérogatives, ou en tout cas leur sujet habituel. Okay. Et ce qui est une bonne chose. Nous, en tant que Printemps, on essaie d'avoir vraiment une démarche complémentaire. Donc on va faire des listes communes avec d'autres syndicats, on va former d'autres syndicats aussi et des syndicalistes d'autres étiquettes. Et donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus largement possible donc vous avez partagé. Une approche plutôt collaborative. Oui, et tu vois, c'est un peu le cas aussi de la boîte à outils où on la met en accès libre. Je sais que beaucoup d'élus d'autres syndicats vont aller chercher aussi là-dedans, dans cette boîte à outils, pour créer leur programme, créer leur profession de foi lors des élections. Donc, Et ça, c'est potentiellement porteur d'une forme de renouveau du syndicalisme. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ce fait, la manière de mettre en open source une boîte à outils ou la manière de travailler, alors ça existe dans plein d'entreprises au niveau local, mais en tout cas, le fait que ça soit affirmé aussi clairement, je trouve ça quand même assez intéressant. Oui, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a aussi pour partager, etc. Je pense que... Et je pense que aussi les militants, militantes du Printemps écologique sont aussi vachement dans cette dynamique aussi de vouloir travailler le plus largement possible, de porter les sujets le plus en intersyndical possible, pour etc. avoir le maximum d'impact. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Merci beaucoup, Anne. C'est extrêmement éclairant et intéressant par rapport au paysage syndical et au dialogue social en France, d'entendre ce discours et d'avoir ce coup de projecteur sur Printemps écologique. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, on ne peut pas passer à côté. Septembre 2025. On voit la situation sociale, politique en France qui est difficile avec ce mouvement Bloquons tout. On sent une société de plus en plus clivée, de plus en plus parfois de difficultés de dialoguer et d'être dans des dialogues sociaux constructifs. Alors ça dépend beaucoup dans les entreprises, il y a plein de situations très différentes, mais en tout cas au niveau national, on est quand même dans une période de tension sociale. Quel regard, toi, tu portes, vu de ta fenêtre et vu de Printemps écologique, quel regard tu portes sur la situation sociale qu'on traverse en France aujourd'hui? Tu vois, tu as parlé de dialogue social. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue social, il n'y en a plus. En tout cas, au niveau national, on voit que les syndicats ne sont pas écoutés dans ce qu'ils amènent et dans ce qu'ils portent aussi, en termes de vision de ce que devrait être notre société. Bloquons tout, c'est ça, c'est juste un ras-le-bol global et général d'un gouvernement qui ignore en fait une souffrance sociale. Les services publics sont détruits et on demande toujours aux mêmes un petit peu de participer à l'effort national. Moi, je parle à plein de gens qui en fait juste disent mais en fait on ne croit plus grand-chose. Le gouvernement a son propre agenda. Nous, en tant que citoyens, citoyennes, on n'est pas la priorité. Et voilà, c'est un ras-le-bol général. Voilà, moi je peux le faire que d'accompagner et d'être d'accord avec ce mouvement. On a appelé à la grève le 10 et le 18. On essaie de faire en sorte d'accompagner ça le plus possible, sans récupération bien sûr. Et ouais, je pense que c'est juste que, ne serait-ce que dans le milieu associatif, aujourd'hui on est représentatif dans certaines associations, on voit le dernier budget qui a complètement détruit certaines associations avec des budgets réduits de façon hyper drastique. Voilà, et donc des plans de licenciement, enfin voilà, donc on est quand même sur un tissu social qui est en train de se déliter parce que voilà, pour moi c'est de la maltraitance en fait de toutes nos organisations et des gens en règle générale. Donc voilà, je ne sais pas ce que ce mouvement va donner, mais j'espère que ça va être un électrochoc, qu'il va se passer quelque chose et que voilà, on va tout bloquer, quoi. C'est quoi les solutions pour toi ? Est-ce qu'il y a des solutions ou c'est quoi les solutions justement de sortie de crise par rapport à ce blocage du dialogue ?
Je pense que c'est là, il y a un rapport sénatorial sur la question de l'entreprise. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que nous, on voit dans les entreprises dans lesquelles on est quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas beaucoup d'impôts, quoi. On voit ne serait-ce que par exemple sur les accords d'intéressement. Donc les salariés sont censés bénéficier d'accords d'intéressement, mais en fait si l'entreprise ne fait pas d'argent, artificiellement, les salariés ne vont pas bénéficier de cet accord d'intéressement. Donc en fait, et puis voilà, moi je vois des choses aberrantes en termes de fiscalité dans les entreprises que je ne peux pas énoncer là maintenant parce que sinon je vais faire du name and shame. Mais en tout cas, sur cette question-là, je pense que 211 milliards d'aides pour les entreprises, pas de conditionnement sur la transition écologique et sociale de ces entreprises-là, ce qu'elles font de cet argent. Je pense qu'il y a un sujet sur, en fait, comment sont financées les entreprises, comment est-ce qu'on conditionne ces financements et comment est-ce qu'on fait en sorte que l'entreprise devienne beaucoup plus au cœur de la société. Okay. L'entreprise est politique, l'entreprise n'est pas à côté de la société, elle est au milieu et en tant que telle, elle devrait avoir à répondre démocratiquement à ce qui s'y passe, quoi. Donc voilà, pour moi, ça c'est un sujet. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire un budget qui fonctionne, qui finance les services publics, qui permettent aux gens de vivre dignement. Et ça, c'est le gros enjeu de cette fin d'année, là. Donc j'espère que ça va bouger à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent optimiste? On est aujourd'hui dans un monde où il y a pas mal de pessimisme. La situation géopolitique est compliquée, la situation sociale et politique est compliquée en France, on vient d'en parler. Ouais. La situation environnementale, elle est aussi particulièrement compliquée et difficile. On a l'impression parfois de passer par une phase un peu noire ou un peu difficile, et que les choses vont pas forcément dans le bon sens. En tout cas, c'est ma perception, je le partage, mais voilà, peut-être que je suis trop dans les médias, mais puis je vois trop les médias, mais en tout cas, il y a cette perception qui est assez partagée. On sent quand même une forme d'anxiété un peu latente. On parle aussi beaucoup de souffrance au travail, mais de problèmes de santé mentale de manière large, y compris chez les jeunes, au-delà du travail. Donc on n'est pas forcément dans le moment le plus rose de la société, ou le plus joyeux, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te rendent optimiste et qui te donnent envie de te lever le matin, de continuer à œuvrer? C'est marrant parce qu'on me la pose régulièrement, cette question, ouais. Et en fait, je ne peux pas analyser je peux pas analyser la situation actuelle sous l'angle optimiste-pessimiste, parce que pour moi, il y a juste un angle qui est celui du réalisme. Okay. Et donc, en fait, la situation, elle est mauvaise. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est de travailler avec des gens engagés, d'essayer de faire bouger les choses. Et je suis hyper inspirée, en fait, par les représentants syndicaux qui agissent sur le terrain et qui donnent de leur personne et qui y vont, quoi. Et donc, ça, à titre personnel, c'est ce qui me nourrit. Okay. Donc d'essayer de faire bouger les choses, etc. Il faut savoir que quand même le rapport de force dans l'entreprise est hyper inégal et qu'on est toujours dans dans la difficulté de pousser nos sujets. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce qui me fait me lever le matin et c'est trop chouette et j'adore être en contact avec plein de gens engagés et qui se bougent et j'ai beaucoup d'admiration pour tous les militants et militantes qui s'engagent. Après, effectivement, la situation, elle est pas bonne. Moi, je suis beaucoup affectée aussi par ce qui se passe à Gaza. Et en fait, j'ai pas d'optimisme ou de pessimisme là-dessus. C'est juste, en fait, la situation est dégueulasse, quoi. À un moment donné, et derrière, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on agit à titre individuel, mais surtout, comment est-ce qu'on fait collectif pour essayer de faire bouger ces choses-là. S'il y a des choses qui me donnent de l'espoir, etc., c'est vraiment juste les personnes qui s'engagent et qui militent, quoi. Ouais, c'est l'engagement et le fait d'avoir des collectifs qui se mobilisent. Tout en gardant la conscience qu'on n'est pas assez à s'engager collectivement dans les syndicats, dans les partis, dans les associations, etc., et que voilà, il faudrait faire grandir tout ça, quoi. Est-ce que tu aurais une information presque confidentielle? Je la pose à tout le monde, cette question. Est-ce que tu aurais une information presque confidentielle à nous partager? Comme je ne peux pas faire de name and shame. Ouais, je suis désolé, pas de name and shame. Oh no. Information presque confidentielle. Non, quelque chose que Alors, je vais faire ma pub, je vais faire la pub du Printemps écologique. Printemps écologique, c'est un syndicat, mais c'est aussi, on a lancé, là, il y a quelques mois, un institut de formation. D'accord. Je t'en ai parlé. En gros, nous, on essaie de former un maximum les représentants du personnel sur l'ensemble des sujets qu'ils traitent habituellement et aussi sur les sujets de transition écologique. Comment est-ce que, en tant que représentant du personnel, on peut aller
sur nos sujets habituels, en fait, aller chercher la question environnementale. C'est aussi un aboutissement, parce qu'on nous a beaucoup demandé aussi d'accompagner, de former, etc. Donc voilà, c'est presque confidentiel parce que c'est pas très connu par rapport à... Mais ça mériterait d'être plus connu. Ça mériterait d'être plus connu, voilà. Et c'est accessible pour participer à ces formations. Il faut être élu quelque part ou c'est quoi les conditions pour... Généralement, c'est vraiment à destination des représentants du personnel, représentants syndicaux. Il n'y a pas besoin d'être d'ailleurs syndiqué pour ces formations. Donc un élu non syndiqué peut tout à fait... Voilà. Ça peut être aussi des gens d'autres syndicats, sans aucun souci. Et voilà, on essaie de créer aussi des collectifs autour de ça, de dire en fait, quand je viens faire une formation en inter-entreprise avec d'autres salariés d'autres entreprises, en fait ça peut m'inspirer aussi, et on a des formateurs incroyables et formatrices incroyables. Donc, super, merci. Dernière question, est-ce que tu as un livre qui t'inspire à conseiller ? Je pose tout le temps la question et régulièrement j'essaie de lire des livres que les gens me citent. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une lecture qui t'a marqué ces dernières années ou qui t'a inspiré en lien avec soit ton engagement militant, soit ces questions de dialogue social ou d'environnement ? Il y a un média que je lis beaucoup plutôt, ça va pas forcément être... C'est un média qui me fait pas mal sourire et rire. Ça s'appelle Climax. Et c'est une vision de l'écologie version punk. D'accord. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, et donc je lis avec attention à chaque fois. Ils font, je crois, une revue par tous les 3 mois. Ils sont en kiosque et sur Internet, donc je vous recommande, je te recommande et je Merci. vous recommande Climax, parce que vraiment à chaque fois c'est un ton décalé sur la question environnementale, et c'est très intéressant à chaque fois. Anne, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour nous parler du printemps écologique, de la situation sociale actuelle et de l'environnement. J'espère que tout ça aura inspiré nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup pour l'échange, Arnaud, et à bientôt.